Chapitre 8 de la deuxième partie, Bartholoméo Casale. Les deux voitures franchirent ensemble le pont Royal et filèrent dans la nuit glacée en direction de l'est. Yann ouvrait la marche au volant de sa lourde Panhard. À ses côtés, un jeune homme cheval, embarrassé de ses longues jambes, triturait sa casquette sur ses genoux. « Je suis votre garde du corps, monsieur Yann, c'est bien ça ?»« C'est ça. Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Jocelyn. »« Eh bien, Jocelyn, tu dois me protéger en cas de coup dur, moi et ceux qui sont derrière. »« D'accord, monsieur Yann, je vous protégerai. » Il n'eut pas besoin d'en dire davantage, ses poings lourds comme des enclumes, qu'il souleva légèrement pour les montrer, parlaient pour lui. À l'arrière de la voiture, Milena, Bartholoméo et Dora se serraient frileusement les uns contre les autres. Avant de partir, Milena avait tout juste eu le temps de courir à sa chambre pour y prendre ses affaires. « Dépêche-toi, avait dit Yann. On s'en va d'ici pour quelque temps. » En jetant dans son sac ses vêtements et quelques objets auxquels elle tenait, elle avait pensé qu'on allait peut-être la promener de lieu en lieu et la faire chanter devant d'autres publics. Cela ne lui aurait pas déplu. Le plaisir éprouvé dès son premier concert contenait la promesse de grands bonheurs futurs. Mais il ne s'agissait pas de cela. Au contraire, dès qu'il fut sorti de la ville et certain que personne ne le suivait, Yann expliqua aux deux jeunes femmes qu'elles devraient se cacher, encore se cacher. Éviter à tout prix de tomber entre les griffes des barbares. Il connaissait un endroit sûr, et elle resterait là aussi longtemps qu'il le faudrait. « À quoi bon avoir donné le concert, alors ?» demanda Milena, sans pouvoir cacher sa déception. « À quoi bon ?» reprit Yann en riant. « Tu sais ce qui va arriver dès cette nuit ?»« Non, il va arriver que les centaines de personnes qui vous ont entendu, Dora et toi, vont le répéter à des centaines d'autres, qui vont elles-mêmes le répéter à des milliers. Elles vont dire que Milena Barr, fille d'Eva Maria Barr, a chanté pendant 1 heure, accompagnée par Dora. Ils vont dire que tout le monde s'est levé pour reprendre le petit panier. Demain, la nouvelle se répandra dans le pays entier, dans les villes, dans les villages, jusqu'aux maisons les plus isolées. En chantant « Tu as soufflé sur la braise, tu comprends ?» Les gens vont sortir de leur cachette. Ils vont jeter sur le feu des brindilles, des branches. Ils vont en faire un brasier qui va devenir un incendie. Voilà ce qui va arriver, Milena. La jeune fille resta muette. Elle avait du mal à imaginer qu'elle ait pu à elle seule déchaîner pareille fureur. « Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas prévenu que j'allais chanter ?» demanda-t-elle. Cela faisait partie des secrets de la résistance. Et même si tu étais concerné de très près, tu n'avais pas à le savoir. Tu es vexé ? Je ne sais pas, un peu. Ça veut dire qu'on a pensé que je ne saurais pas tenir ma langue, contrairement à Dora. Je ne suis pas une petite fille quand même. Enfin, qu'importe. De toute façon, j'aurais été morte de peur si je l'avais su à l'avance. Tu vois. Ils roulèrent 1 heure environ dans la campagne, puis suivirent une route rectiligne qui traversait une forêt de sapins. Dora, morose, regardait les arbres sombres défiler dans la lumière des phares. À un croisement, la deuxième voiture, conduite par Landau, le chef cuisinier, donna un bref coup de klaxon et s'arrêta. Yann fit de même 20 mètres plus loin. Milena se retourna et vit 2 hommes chevaux descendre du véhicule et pousser devant eux un homme coiffé d'une cagoule. « C'est le phalangiste qui a tenté de sortir pendant le concert, » expliqua Yann. « Ils vont lui faire du mal ?» demanda Milena. « Non, c'est ce qu'il croit, lui, sans doute. Il doit être mort de peur. Il pense qu'on va l'exécuter. Mais c'est dans leur manière à eux, pas dans les nôtres. On va juste l'abandonner ici. Un peu de marche à pied lui fera du bien. Et il n'est pas prêt de pouvoir alerter ses petits copains, puisque le prochain téléphone est à plus de 30 kilomètres. » Les 2 voitures repartirent. Le phalangiste les suivit du regard, sa cagoule à la main, stupéfait d'être encore en vie. Milena posa sa tête sur l'épaule de Bartholoméo. Ils roulèrent à travers la forêt, puis, au milieu de champs couverts de brume, elle allait s'endormir quand ils atteignirent un village qui alignait tristement ses façades de briques dans la pénombre. Tout au bout de la rue, Yann rangea sa voiture devant une maisonnette semblable aux autres. « Vous êtes arrivés, mesdames. » Ils descendirent tous, sauf Jocelyn, le jeune homme cheval, qui préféra rester à surveiller la rue, et ils furent saisis par le froid mordant. Une brique du mur était descellée, à droite au-dessus du chambranle. Yann se haussa sur la pointe des pieds, la délogea, passa sa main dans le trou et en retira une grosse clé de cave. La porte s'ouvrit en grinçant sur une pièce exiguë, au mobilier vieillot et bancal. Une ampoule unique pendait au bout de son fil. Dora
passa son doigt sur la poussière d'une chaise et fit la grimace. Quel luxe il ne fallait pas. Tu as vu, Milena? Comme c'est beau la vie d'artiste. Quel hôtel somptueux. Quel confort. C'est combien d'étoiles ici? Vous ne resterez pas longtemps, dit Yann, un peu gêné. Et surtout, vous y serez en sécurité. Dans ce village, il n'y a que des partisans. Parfait. Et si on s'ennuie, on fera le ménage. À vous les fusils, à nous les balais, c'est ça? Milena, qui la connaissait bien désormais, devina combien elle était furieuse. Dora, ne crois surtout pas que, commença Yann, mais la jeune femme ne lui laissa pas le temps de continuer. Je ne crois rien du tout, répliqua-t-elle en le fixant droit dans les yeux. Je sais seulement une chose. Il y a 15 ans, Eva et moi nous sommes cachés, comme si nous avions honte d'être nous-mêmes. Nous avons voyagé sous des couvertures puantes, nous nous sommes lavés un soir sur 3, nous nous sommes terrés comme des insectes. Pour arriver à quoi, au bout du compte? À être prise, moi martyrisée et elle tuée. Désolé, Yann, je n'ai pas l'intention de rejouer la même pièce. Le rôle ne me convient pas. Yann n'avait pas l'habitude qu'on s'oppose à lui, et il resta muet devant cette femme en colère qui marchait déjà vers la porte pour s'en aller. Je ne reste pas dans ce trou, reprit-elle, et Milena non plus. Nous ne sommes pas des potiches qu'on sort pour faire beau et qu'on remet dans le placard une fois que les visiteurs sont partis. Je voulais seulement vous éviter les risques, argumenta Yann d'une voix calme. Vous êtes précieuse pour la cause, tu le sais bien. Te fatigue pas, Yann, trancha Dora. Je t'aime bien, mais il est inutile de continuer. La discussion est close. Viens, Milena. Bartholoméo fut partagé entre la stupeur et l'admiration. Il n'avait jamais entendu quelqu'un s'adresser à M. Yann avec une telle virulence. Après cet éclat, l'atmosphère dans la voiture fut bizarrement beaucoup plus joyeuse et détendue, comme si la colère de Dora avait fait du bien à tout le monde. À elle-même, d'abord, qui la gardait sur le cœur depuis longtemps, à Yann aussi, qui en avait assez des secrets du silence obligé, à Bartholoméo et Milena, enfin, qui allaient pouvoir rester ensemble et se battre. Les deux hommes répondirent librement aux questions. Ils évoquèrent les centaines de réunions qui s'étaient tenues ces derniers mois dans les caves, les garages, le travail souterrain de milliers de partisans invisibles mais déterminés. Ils révélèrent qu'on n'attendait plus que le signal de la révolte et que c'était une question de jours maintenant. Les deux voitures avaient fait demi-tour, puis obliquaient vers le nord. Bartholoméo reconnut bientôt le paysage de l'Ande et les dos moussus des rochers. Le temps lui parut court jusqu'au village des hommes-chevaux. Faber et son épouse avaient veillé jusqu'à cette heure tardive pour accueillir leurs visiteurs. Désolés d'avoir si mal reçu la fois précédente, ils tenaient à se rattraper, et ce fut réussi. Roberta portait une ravissante robe à fleurs et s'était coloré les lèvres de rose. Son mari, méconnaissable, paradait dans un costume que deux hommes normaux auraient à peine rempli. Les dents du peigne avaient tracé des sillons luisants dans ses cheveux noirs. En voyant apparaître l'immense homme-cheval, Milena eut la sensation qu'elle se trouvait soudain dans une de ces histoires qu'elle avait lues petite où des géants pacifiques tenaient des enfants assis dans leurs mains. Bartholoméo n'avait pas pu s'empêcher de lui raconter comment Faber avait écrabouillé les phalangistes dans sa cuisine. Elle avait douté, mais maintenant qu'elle voyait le colosse devant elle, ainsi que le plafond refait à neuf au-dessus de leur tête, il fallait bien qu'elle y croie. Yann fit les présentations. Dès qu'il eut dit que Milena était la fille d'Eva Maria Barr, Roberta joignit les mains en gémissant. Comme elle lui ressemble. Oh mon Dieu, qu'elle lui ressemble. Vous savez chanter aussi, mademoiselle? J'apprends, répondit modestement Milena, ce qui amusa beaucoup ceux qui l'avaient entendu quelques heures plus tôt. Ils s'assirent autour de la table, aussi neuve que le plafond, et Roberta apporta de la bière. Faber distribuait des sourires, ravi d'avoir tout ce monde chez lui. La lente résurrection du grand homme cheval était accomplie, et sa métamorphose faisait plaisir à voir. Alors, Faber, l'interpella Yann, est-ce que tu as réussi à rassembler tes hommes? Je crois que oui, monsieur Yann. Ils sont regroupés un peu partout dans le pays, prêts à se bagarrer. Il y en a beaucoup ici dans le village. Combien, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Vous les verrez demain matin. Landau, le chef cuisinier, souleva ensuite un problème particulier. Comment acheminer tous ces combattants jusqu'à la capitale le moment venu? Aucun d'entre eux ne savait conduire. Le mieux, c'est de marcher, répondit Faber. Les gens ne tombent pas en panne. Il faut 3 jours, c'est rien. 3 jours, c'est beaucoup trop, grommela Landau. Non, Faber a raison.
intervint Bartholoméo. S'ils marchent dispersés, ils seront plus insaisissables que dans des cars ou des voitures. Il y en aura sur tous les chemins, toutes les routes, venues du nord, du sud, de partout, et la population se joindra à eux, j'en suis sûr. Ce sera comme une marée humaine qui convergera vers la capitale. La phalange ne pourra pas intervenir partout, elle sera débordée. Il continua ainsi à décrire l'avancée irrésistible des hommes-chevaux et le ralliement de tous les autres combattants de la liberté. Ses yeux noirs brillaient d'une fièvre ardente. Milena regarda son amoureux avec admiration. Du haut de ses 17 ans, il osait contester les arguments des adultes, et ceux-ci le traitaient comme leur égal. Je leur parlerai demain, continua-t-il, sans attendre qu'on lui donne raison. Je leur expliquerai, et ils m'écouteront. Oui, confirma Faber. De toute façon, ils attendent que tu leur parles, Casal. Yann prit à son tour la parole, et peu à peu, Milena s'aperçut qu'elle ne comprenait plus rien à ce qu'il disait. Les mots résonnaient épouvantablement dans sa tête, vide de sens. Elle eut un éblouissement et ne reprit connaissance que dans les bras puissants de Roberta qui l'allongeait sur le banc en poussant les hommes. Elle est toute blanche, cette petite. Est-ce qu'elle a seulement mangé quelque chose? On se rendit compte qu'en effet Milena n'avait rien mangé la veille au soir, pas plus que Dora d'ailleurs. La journée de travail, les émotions du concert, la route, le froid et un verre de bière dans son estomac vide avaient eu raison de sa résistance. Bande de brutes, pesta la grande femme cheval en coupant une tranche de gâteau. Vous voulez faire la révolution et vous voyez pas une jeune fille qui tourne de l'œil sous votre nez? Mademoiselle Barre. En plus. Ah, je vous retiens. L'incident marqua la fin de la soirée. On répartit les visiteurs dans les maisons alentour. Milena et Dora, enfin restaurées, eurent droit à l'immense lit conjugal des Faber, qui allèrent dormir chez des parents à l'autre bout du village. Bartholoméo et Lando logèrent chez un des hommes chevaux qui avait fait la route avec eux. L'immense Jocelyn refusa catégoriquement de quitter Yann et insista pour l'héberger chez lui. Je vous protège, monsieur Yann. La nuit et le jour. Dès leur réveil, Dora et Milena entendirent grincer les marches de l'escalier. Elles émergèrent, encore ensommeillées, de sous leur édredon, et virent apparaître l'immense Roberta qui montait, un plateau sur les bras. On m'a dit que les artistes prenaient le petit déjeuner au lit. Alors voilà, café, tartines, beurre et confiture. Est-ce que ces dames veulent autre chose? Ces dames sont comblées, s'exclama Dora en riant. C'est le paradis. Oh, faut pas vous moquer. Vous avez dû connaître les beaux hôtels. Je ne me moque pas, Roberta. C'est bien plus touchant que dans les beaux hôtels. Vous êtes très gentille. Mitzi vous a pas trop dérangé? Pas du tout, dit Milena. Elle a sagement dormi à sa place. Regardez. La grosse chatte fit pivoter une oreille paresseuse pour saluer sa maîtresse. Lovée sur la chaise, elle ressemblait à un énorme coussin rond. Roberta déposa le plateau sur le lit et ouvrit les volets. Un froid piquant et une lumière blanche envahirent la pièce. « Il y a du brouillard et du givre ce matin, » dit la femme cheval. « Il faudra bien vous habiller pour sortir. Allez, je vous laisse manger tranquillement. » Effectivement, on ne voyait pas à plus de 5 mètres sur la place du village. Les deux femmes y rejoignirent un groupe formé d'une vingtaine d'hommes, parmi lesquels Faber, qui dépassait tout le monde d'une demi-tête, Bartholoméo, emmitouflé dans son écharpe noire, le chef cuisinier Lando, frigorifié, et Yann, toujours flanqué de son fidèle Jocelyn. « Qu'est-ce qui se passe, Bart » demanda Milena. « Faber veut me présenter à ses combattants pour que je leur parle et que je les salue. Ils sont réunis à la sortie du village. La petite troupe se mit en marche dans le brouillard et dépassa bientôt les dernières maisons. Bartholoméo se demandait ce qui l'attendait. Faber avait dit que les hommes chevaux, rassemblés ici, étaient nombreux, mais qu'est-ce que cela voulait dire? 100? 200 peut-être? Il avança aux côtés de Yann, sans savoir qu'il allait vivre une des plus grandes émotions de sa jeune existence. Il ne vit d'abord qu'une dizaine de rangées d'hommes chevaux immobiles dans la brume. La vapeur de leur respiration voilait à demi leurs visages massifs. Ils étaient habillés chaudement, portaient des bottes. La plupart avaient un sac sur le dos ou en bandoulière. Quelquefois un gourdin en dépassait. Certains le tenaient à 2 mains. Bartholoméo fut impressionné par la puissance que dégageaient ces colosses sombres et silencieux. « Combien sont-ils » glissa-t-il à Faber. « Je ne les vois pas tous. Ils sont nombreux, je t'ai dit.
Ils attendent que tu leur parles. Tiens, monte là-dessus et vas-y. Mais ils ne m'entendront pas, ma voix n'est pas assez forte. T'as pas à parler fort, parle juste pour ceux qui sont devant. Ils feront passer. Ils répéteront exactement ce que tu dis, jusqu'au dernier rang. Il faut juste que tu t'arrêtes après chaque phrase pour laisser le temps. On fait toujours comme ça ici, ça sert à rien de gueuler. Bartholoméo jeta un regard inquiet à Yann, qui haussa les épaules. Il ne pouvait pas l'aider, pas plus que Lando ni que Milena, qui lui adressa un petit signe d'encouragement. Il fit un pas en avant, un peu désemparé, et monta sur la caisse de vin retournée. Que dire? Si seulement il avait eu la présence d'esprit de préparer son discours. C'était trop tard maintenant. Bonjour mes amis, commença-t-il, je m'appelle Bartholoméo Casal. Il voulait déjà poursuivre, mais Faber l'arrêta d'un geste de la main. Il fallait laisser le temps que la phrase soit répétée. Les hommes chevaux de la première rangée se retournèrent et la soufflèrent à ceux de la deuxième. Bonjour mes amis, je m'appelle Bartholoméo Casal, qui la soufflèrent à ceux de la troisième. Bonjour mes amis, je m'appelle Bartholoméo Casal, et ainsi de suite. Bientôt le message se perdit dans la brume, mais on savait qu'il continuait à passer de bouche à oreille. Cela dura très longtemps. Parfois Bartholoméo interrogeait Faber du regard. Je peux continuer? Non, répondait Faber de la tête. Pas encore. Après de longues minutes silencieuses, le son grave d'une trompe retentit au loin. Faber hocha la tête, le message était arrivé au bout de son voyage. Bartholoméo comprit combien les mots étaient précieux dans ces conditions. Il ne s'agissait pas de les gaspiller. Il lui fallait trouver le chemin le plus court vers l'essentiel. Il dit « Mon père vous a conduit autrefois. Mon père vous a conduit autrefois, reprirent les hommes chevaux du premier rang. Mon père vous a conduit autrefois, firent passer ceux du deuxième, et il y a laissé sa vie, comme beaucoup d'autres, et il y a laissé sa vie, comme beaucoup d'autres, et il y a laissé sa vie, comme beaucoup d'autres. Je viens reprendre le combat avec vous, je viens reprendre le combat avec vous, je viens reprendre le combat avec vous. Ayez confiance, ayez confiance. Cette fois, nous aurons la population avec nous. Cette fois, nous aurons la population avec nous. Et nous vaincrons les barbares, et nous vaincrons les barbares. Ponctués par les coups de trompe dans la brume, les phrases simples qu'il prononçait prenaient dans le silence et dans la lenteur un poids inattendu. On avait le temps de peser chaque mot, et chaque mot pesait lourd. Révolte, révolte, combat, combat, liberté, liberté. Il leur demanda de se mettre en route pour la capitale dès ce matin. Quand il eut fini, le dernier coup de trompe déclencha une clameur à donner le frisson. « Va les saluer, demanda Faber. Va te promener au milieu, ça leur fera plaisir. Non, protesta Bartholoméo en descendant de sa caisse. Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas le culte de la personnalité. Je vais me sentir ridicule. Yann le saisit par le bras. Vas-y, Bart. Il ne faut pas les décevoir. Et ceux qui ont connu ton père seront heureux de le revoir à travers toi. Bartholoméo hésita quelques secondes, puis il se décida. D'accord, viens avec moi, Milena. Il prit la jeune fille par la main et l'entraîna. Les premières rangées s'ouvrirent devant eux, et ils se laissèrent avaler par la foule paisible des hommes chevaux, sur lesquels flottait un nuage de vapeur presque immobile. Ce fut un instant irréel. Les combattants n'étaient pas des centaines, mais des milliers. Dans leurs lourds vêtements d'hiver, coiffés de leurs bonnets ou de leurs passe-montagnes, ils semblaient surgis d'une autre époque. Beaucoup de femmes se trouvaient là, ainsi que des jeunes garçons dont certains n'avaient pas plus de 12 ans. Ces derniers brandissaient fièrement leurs pics ou leurs bâtons. Dans la lumière fantomatique du petit matin, tous s'écartaient au passage des deux jeunes gens, leur adressant sourires et paroles d'amitié.